Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Patrick Cohen. Vous en avez pensé quoi de l'émission d'hier soir? Je ne vous parle pas des réponses d'Emmanuel Macron, je suis sûr que vous avez trouvé formidable, mais de la forme d'interview, de débat, de ce ton inédit pour une interview présidentielle. C'était animé. Il y a eu de vrais échanges, parfois un vrai combat politique, je dirais, dans cette émission. Mais moi, j'ai trouvé le président de la République sincère. Je l'ai trouvé convaincant. Et j'ai trouvé qu'un certain nombre de messages importants pouvaient être passés, que ce soit sur la Syrie, sur Notre-Dame-des-Landes, sur l'ordre, sur l'éducation. Il y a eu des messages importants qui ont été passés par le président. On va y venir, encore juste un mot sur la forme. La désacralisation ne vous gêne pas? Ouais, la désacralisation, moi, vous savez, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'un président de la République occupe une fonction éminente, qu'il incarne tous les Français. Mais après, c'était le jeu de ce débat, c'était le jeu de cette interview. C'était prévisible. Donc l'essentiel pour moi, c'est que les messages de fond aient pu être passés. Mais je suis attaché au respect qu'on l'on doit, à mon sens, au président de la République française. Alors, émission qui a commencé par la question syrienne, intervention militaire critiquée par vos anciens compagnons de LR, Wauquiez, Ciotti, Retailleau, intervention illégale, inopportune, à la remorque des États-Unis. Que répond l'ancien diplomate que vous avez été, Bruno Le Maire? Je pense au contraire que l'intervention en Syrie, cette frappe sur un site d'armes chimiques, elle était légitime et elle était nécessaire. Elle était légitime parce qu'il y a des résolutions, et en particulier la résolution 2118 de septembre 2013, qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre du chapitre 7 des Nations Unies, donc qui autorise le recours à la force. À condition qu'il y ait une nouvelle résolution pour oui, bien entendu, mais enfin, on faire sait un retour à la force. On sait que les discussions étaient totalement bloquées aux Nations Unies, mais il y a cette base-là, il y a la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, donc la légitimité, elle était là. La nécessité aussi. Parce que la crédibilité internationale, elle dépend de votre capacité à faire respecter les lignes rouges. Quand en 2013, François Hollande a dit il y a une ligne rouge et n'a pas pu la faire respecter parce que le président Obama avait décidé de ne pas y aller, ça décrédibilise les nations européennes et la nation américaine. Quand en revanche aujourd'hui, on sait avec des preuves françaises qu'il y a utilisation d'armes chimiques, il est nécessaire de faire respecter cette ligne rouge parce qu'il est nécessaire de faire respecter le droit et de montrer que nos nations ne se couchent pas, tout simplement, devant des agissements qui sont inacceptables. Ensuite, il faut sortir de cela, c'est ce qu'a dit le président de la République hier. Oui. Il faut qu'il y ait des discussions politiques, il faut renouer et avec Vladimir Poutine et avec l'ensemble des États de la région, c'est ce que nous allons nous employer à faire. Il y a aussi dans les critiques entendues à droite et parfois à gauche, la référence permanente au refus de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin en 2003, refus de l'aventure irakienne de George Bush. Or, vous étiez auprès de Villepin, vous, Bruno Le Maire. La comparaison ne vaut pas? Je trouve que non, la comparaison est tout simplement ridicule. Enfin, pourquoi on peut toujours faire de la polémique politicienne, mais enfin, les situations n'ont strictement rien à voir. Dans le cas de l'Irak, il n'y avait pas eu d'agression. Et c'était justement le cœur de notre raisonnement avec Jacques Chirac, avec Dominique de Villepin. Il n'y a pas d'agression irakienne, il n'y a pas de menace irakienne. La menace n'existe pas. Pourquoi allez-vous attaquer un État qui ne vous menace pas? Donc nous avons combattu avec Jacques Chirac et avec Dominique de Villepin contre la guerre. Dans le cas présent, c'est totalement différent. Il y a agression. Il y a agression contre le peuple syrien avec des armes chimiques et il y a agression contre le droit le plus fondamental, le droit international qui interdit le recours à des armes chimiques. Donc non seulement comparaison n'est pas raison, mais je trouve que quand en politique, on se met à comparer des choses qui ne sont pas comparables, à aller chercher dans l'histoire des références qui ne tiennent pas debout, je pense qu'on ne fait pas honneur au raisonnement politique et à la qualité du raisonnement que l'on doit à nos compatriotes. On parle d'économie, Bruno Le Maire. L'économie, c'est encore le débat sur peut-être la plus grande dépense que les Français seront amenés à faire dans les années à venir, les 46 ou 53 milliards d'euros, ça dépend combien on calcule. Voilà, milliards de dettes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la dette. Voilà, de la SNCF. Est-ce que c'est un simple jeu d'écriture ou est-ce que la reprise même partielle de cette énorme dette aura des conséquences sur le budget, sur le train de vie de l'État et donc sur, pour nous les contribuables? Non, ça n'est pas un jeu d'écriture. C'est pas une dette qu'on fait passer d'un endroit à un autre et ça n'a absolument aucune incidence. On a l'impression que c'est ça souvent dans le débat. Non, ça a une incidence sur nos comptes publics. Donc bien entendu que cette dette dont le président de la République a annoncé que nous pourrions la reprendre progressivement
à partir de 2020, il faut que nos finances publiques puissent le supporter. Et surtout, il ne faut le faire qu'à partir du moment où l'exploitation de la SNCF a été redressée, qu'à partir du moment où l'ouverture à la concurrence a été faite. Parce que sinon, nous allons demander aux Français de remplir le tonneau des Danaïdes. Nous allons leur dire, bon écoutez, il y a de la dette, on la récupère et on continue à s'endetter et on continue à faire des pertes. Ça, c'est impossible. Ce qui est possible en revanche, c'est à partir de 2020, la réforme a été faite, la SNCF retrouve de la compétitivité, l'exploitation est meilleure, il n'y a plus 3 milliards d'euros de pertes chaque année comme c'est le cas actuellement. Et là, ça a du sens effectivement de reprendre la dette. On ne saura pas avant 2020 quelle est la part de la dette qui sera reprise ? On regarde ça attentivement. Je pense que ça fait partie des discussions actuelles avec les organisations syndicales. Les discussions et les réticences de Bercy, votre ministère, à cet engagement qui va faire monter le niveau de la dette française. On m'a confié la responsabilité des finances publiques françaises, donc la responsabilité de l'argent des contribuables. Donc nous ne ferons pas n'importe quoi, c'est aussi simple que ça. N'importe quoi, ce serait reprendre la dette avec une SNCF, un service public qui continuerait à perdre 3 milliards d'euros par an. Ça s'appelle du grand n'importe quoi, ça s'appelle jeter de l'argent par les fenêtres. Nous ne le ferons pas. En revanche, nous assainissons totalement la situation pour permettre à la SNCF de repartir d'un bon pied. Non seulement elle s'est réformée, non seulement on a mis fin au statut des cheminots pour les nouveaux cheminots embauchés, on a ouvert la concurrence, on retrouve la compétitivité, de la qualité de service, de la régularité des trains, mais en plus, on vous soulage de cette dette, ça a du sens. Pas d'impôt nouveau, a promis à nouveau Emmanuel Macron d'ici la fin du quinquennat, malgré les 22 milliards de taxes d'habitation qui doivent être supprimées. Comment vous faites, D'abord, c'est un message très important qui a été passé. Pas de nouvel impôt, je ne cesse de le répéter depuis des semaines, voire des mois, et même réduction de la pression fiscale sur les Français, c'est le cap qui doit être tenu. Oui, vous le répétez, mais on ne voit pas bien comment vous faites. Moi, je vais vous dire comment est-ce que l'on peut faire. La première chose, c'est qu'on peut réduire encore la dépense publique. Et nous y travaillons avec Gérald Darmanin. Nous ferons des propositions au président de la République et au Premier ministre sur 1, 2 ou 3 grands chantiers sur lesquels nous pouvons réduire davantage la dépense publique. C'est la première solution. C'est celle à laquelle on ne pense jamais spontanément et c'est pourtant sans doute la plus efficace. Et pour le reste, vous vendez le patrimoine pour aussi, le reste, les privatisations. Pour le reste, il est possible de flécher un impôt national, une partie d'un impôt national existant vers les collectivités locales. C'est une deuxième possibilité. Et puis, il y a la refonte de la fiscalité locale sur laquelle messieurs Richard et Bure travaillent aujourd'hui et nous remettrons leurs conclusions d'ici quelques semaines. Les privatisations, Bruno Le Maire, c'est une source de revenus potentiels pour l'État, Aéroport de Paris, la Française des Jeux, c'est pas une source de revenus. NJ, éventuellement d'autres participations. C'est une possibilité de récupérer des actifs de l'État qui sont aujourd'hui immobilisés pour les placer dans l'investissement, dans l'innovation et notamment dans l'innovation de rupture. Je donne juste un chiffre. La part de l'État dans Aéroport de Paris, ça représente 9 milliards d'euros environ. Ça dépend évidemment du niveau de ADP, du cours d'ADP. Ces 9 milliards d'euros, ils produisent 140 à 150 millions d'euros de dividendes chaque année, pas plus. Et on immobilise 9 milliards d'euros. Est-ce qu'il ne serait pas utile de prendre ces 9 milliards d'euros et de les mettre dans le financement de l'innovation de rupture, de la recherche sur l'intelligence artificielle par exemple, ou sur le stockage de données? Est-ce que l'argent de l'État ne serait pas mieux employé comme ça? Et dans le fond, quelle mission est-ce que l'on affecte à l'État? Pour moi, la mission de l'État, c'est d'abord les services publics, c'est les activités de souveraineté nationale, c'est la défense de l'ordre public économique, mais ça n'est pas nécessairement la présence dans des entreprises où le secteur privé pourrait faire aussi bien avec un encadrement, donc avec une régulation. Ça vaut pour NJ, ça vaut pour Renault. Mais ça vaut pour la Française des Jeux, ça vaut pour Aéroport de Paris. Je pense qu'il y a d'autres façons de garantir les intérêts publics. Cette autre façon, c'est la régulation. Vous régulez les tarifs, vous régulez les trafics aériens, vous contrôlez la sécurité, les frontières, les douanes. La présence de l'État est garantie, les missions de service public sont garanties, mais vous n'immobilisez pas 9 milliards d'euros, qui sont 9 milliards des contribuables. Pas d'impôt nouveau, mais la suppression d'un deuxième jour férié pour financer la dépendance, ce ne serait pas un impôt nouveau, Bruno Le Maire ? Je pense qu'aucune décision n'a été arrêtée, c'est clair. Donc les discussions se poursuivent. Le président de la République a demandé à ce que nous poursuivions les réflexions là-dessus. Aucune décision n'a été arrêtée sur ce sujet-là. Ce ne serait pas un impôt nouveau, si c'était fait ? Non, je ne considère pas que ce soit un impôt nouveau.
Un impôt, c'est un impôt. Une contribution, en tout cas. Taxe. Oui, une un jour de travail en contribution. plus, c'est une contribution, mais c'est pas nécessairement un impôt. Anne-Laure Jumet du service économique et social d'Europe 1 nous a rejoint. Anne-Laure. Ah oui, Bruno Le Maire, alors on a cette grève à la SNCF qui est partie pour durer, une grève qui se poursuit également chez Air France, et ce n'est pas sans répercussion sur l'économie. On a la CPME qui représente les petites et moyennes entreprises qui récemment a tiré la sonnette d'alarme. On voit aussi l'impact sur le tourisme. Est-ce que vous craignez donc, Bruno Le Maire, l'impact de ces mouvements sociaux sur la croissance ? Oui, les mouvements sociaux ont un impact sur la croissance. C'est un impact qui est limité, qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui, mais on voit déjà dans certains secteurs d'activité, dans les réservations d'hôtellerie, dans les transports, dans la présence de touristes, que ça commence à avoir un impact. Et c'est pour cela que le plus tôt nous pourrons en sortir, le mieux ce sera. Vous dites qu'on ne peut pas chiffrer, mais est-ce que vous avez quand même une estimation ? Quand on regarde les grèves de 1995, on avait une estimation de 0,2 points de PIB environ, de richesse nationale. Mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour évaluer ce que pourraient être les conséquences de ces mouvements sociaux. Et ça peut avoir aussi un impact sur la confiance des chefs d'entreprise. Soyons plus optimistes que ça, si vous me le permettez. Moi, ce que je constate, c'est que depuis plusieurs mois, grâce à une confiance justement qui a été retrouvée par les chefs d'entreprise et par les investisseurs étrangers. Les investissements étrangers ont augmenté de manière très importante. C'est la plus forte hausse depuis 10 ans. Ce que je constate, c'est que nous avons créé 270 000 emplois dans le secteur marchand. Ce que je constate, c'est que l'investissement redémarre de manière puissante dans notre pays. Donc nous sommes dans la bonne direction. Il y a des mouvements sociaux, très bien, ça fait partie d'une certaine façon de ce qu'est notre histoire, mais il n'empêche que dans l'histoire longue qui est celle de ce quinquennat, aujourd'hui, la croissance redémarre, les investissements sont là, et donc je pense que nous tenons le bon bout du point de vue économique. Le chômage va reculer de façon significative cette année, Bruno Le Maire ? Je le souhaite. Et ce que je souhaite surtout, c'est que nous tenions le cap de notre politique économique qui tient dans quatre piliers qui sont très simples. Libérer la capacité de croissance des entreprises, ce sera le projet de loi que je présenterai en juillet. Récompenser le travail, c'est ce qu'a annoncé le président de la République sur l'intéressement et la participation, qui est une annonce majeure parce que ça va permettre de mieux rémunérer tous les salariés français. En troisième lieu, c'est tout ce qui concerne les finances publiques. Il faut rétablir nos finances publiques, je l'ai dit tout à l'heure. Et le quatrième pilier, c'est intégrer tout ça dans une zone euro qui soit renforcée, tout simplement pour que nos entreprises aient une profondeur de marché qui soit plus importante et que nos concitoyens aient une stabilité financière qui est une garantie de confiance aussi. Voilà le cap de notre politique économique. Libérer, innover, faire participer les salariés aux fruits de la croissance et intégrer cela dans la construction européenne. C'est le cap que nous tiendrons. Merci Bruno Le Maire d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.